Bonsoir à tous, à suivre dans quelques instants. Combler le fossé de l'accès à l'électricité en Afrique, l'objectif de la mission 300. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé prend part à Dar es Salaam en Tanzanie au nom du président de la République Alassane Ouattara au sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie dénommée Mission 300. Il s'agit de trouver des solutions innovantes afin de renforcer l'accès à l'électricité sur le continent. L'année judiciaire 2024-2025 est lancée à Yamoussoukro. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sessan-Kambile, a dressé le bilan avant de faire des projections. Cette année, la modernisation des infrastructures judiciaires, le renforcement des capacités des magistrats, l'engagement pour une justice équitable et accessible sont en ligne de mire. Et puis, dans cette édition, on s'intéresse à la profession des mécaniciens auto. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont confrontés régulièrement à des risques professionnels. Ils travaillent dans des conditions précaires et baignent dans l'informel, ce qui les expose à des dangers. Nous reviendrons dans cette édition sur les accidents de travail, mais aussi sur la prévention. Bienvenue à vous tous, on démarre tout de suite en bref et en image. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé ce dimanche 26 janvier en début de soirée à Dar es Salaam en Tanzanie. Le chef de gouvernement représente le président de la République Alassane Ouattara au sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie, mission 300. Objectif de ce sommet, trouver des solutions innovantes afin de renforcer l'accès à l'électricité sur le continent. 1000 participants sont attendus à cet important sommet. Le chef de gouvernement, Robert Begré-Mambé, s'est exprimé sur les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ce sommet. On l'écoute. Il a été constaté, pour ce qui concerne l'Afrique en matière de connectivité à l'électricité, que près de 600 millions d'habitants mériteraient d'être connectés à l'électricité en Afrique. Au regard de cette situation, les pays africains, en relation avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ont identifié la nécessité de mettre en place un mécanisme par lequel on pourrait connecter au moins la moitié de ces 600 millions, c'est-à-dire 300 millions de personnes, à l'électricité. Dans la synthèse qui a été réalisée, il apparaît que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où la connexion avec l'électricité est la plus forte. Et la philosophie d'action conduite par le président Alassane Ouattara donne à la Côte d'Ivoire d'être parmi les premiers champions en électricité en Afrique. C'est ainsi que nous avons été retenus parmi les 15 pays africains à présenter notre système d'électrification, la mécanique par laquelle nous déployons la proximité de l'électricité avec les populations et surtout notre capacité à nous projeter dans l'avenir en faisant en sorte que nous ayons plusieurs modèles de production d'électricité, modèles de cuisson aussi, parce que utiliser le charbon de bois abîme la forêt, détériore quelquefois la santé de nos braves mamans. Par conséquent, là aussi, la Côte d'Ivoire est en train d'innover aussi en la matière. Les chefs d'État ont trouvé nécessaire de se réunir avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour affirmer leur volonté de sortir de cette situation. Le président nous a fait l'honneur de nous désigner pour le représenter avec M. le ministre Sangafoua. Et c'est avec beaucoup d'honneur que nous ressentons notre présence ici pour apporter la voix du président Alassane et la voix de la Côte d'Ivoire comme contribution à l'émergence d'une politique nouvelle en matière d'électricité. Nous nous battrons comme il se doit pour que la voix de la Côte d'Ivoire soit entendue. Voilà le Premier ministre Robert Begré-Mambé au sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie. Mission 300. On se rend aux États-Unis d'Amérique maintenant à l'initiative de l'UNESCO. Le groupe des Amis de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie a invité la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, à partager les avancées de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation. C'était en marge de la Journée internationale de l'éducation à New York, aux États-Unis. Ami Sissoko.
La Côte d'Ivoire, une référence en matière d'éducation. Invitée par les ambassadeurs du groupe des Amis de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, la ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, a partagé l'expérience et les réussites du pays au siège de l'UNESCO à New York. Créé en 2019, le groupe des Amis de l'éducation réunit près de 40 pays engagés dans la promotion de l'éducation à l'échelle mondiale. Bien que la Côte d'Ivoire n'en soit pas membre, son modèle éducatif a suscité un vif intérêt. La Côte d'Ivoire, une championne internationale pour l'éducation, à la fois dans tous les événements convenus, et ça est l'occasion pour remarquer cet engagement. Merci beaucoup, Madame Koné. Le président ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit d'organiser les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, en abrégé EGENA, que nous avons pu réaliser avec l'accompagnement de l'UNESCO et de plusieurs partenaires techniques et financiers. C'est un processus de concertation inclusive à l'échelle nationale qui a permis de jeter les bases d'un nouveau pacte social en faveur d'une école d'excellence. L'événement a également réuni plusieurs partenaires financiers dont l'intérêt pour le modèle ivoirien a été manifeste. Cette rencontre pourrait ainsi déboucher sur des retombées positives en vue de l'accélération de la transformation numérique du système éducatif ivoirien, notamment en matière de digitalisation. Un programme ambitieux de digitalisation est en place pour garantir l'accès aux infrastructures numériques et aux contenus pédagogiques adaptés. Parallèlement, un renforcement des compétences numériques est prévu pour les enseignants, pour les élèves et pour les administrateurs. Désignée championne de l'éducation en Afrique par l'UNESCO, la Côte d'Ivoire continue de briller sur la scène internationale, inspirant et accompagnant les autres nations africaines vers une éducation de qualité, accessible et durable. Après cette rencontre, la ministre Mariétou Koné a accordé une interview exclusive à la radio des Nations Unies où elle est revenue sur l'importance de cette reconnaissance et les perspectives pour le système éducatif ivoirien. Et sur place en Côte d'Ivoire, l'année judiciaire 2024-2025 est officiellement lancée à Yamoussoukro. Le ministre de la Justice, Jean Sanson Kambilé, a dressé le bilan 2024 avant de faire des projections. Parmi les priorités, la modernisation des infrastructures judiciaires et l'engagement pour une justice équitable et accessible. Soro Corona. C'est l'Institut national de la formation judiciaire de Yamoussoukro qui a servi de cadre à la réunion de rentrée judiciaire 2024-2025. Une rencontre qui a réuni les acteurs du système judiciaire avec à leur tête le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Kambilé. Cette rencontre vise à dresser le bilan de l'année écoulée et à présenter les nouvelles orientations de la justice ivoirienne. Cette délocalisation dénote de la volonté du ministre de rapprocher la justice des populations. Le directeur général de l'Institut s'est réjoui du choix de Yamoussoukro avant de présenter les résultats de son institution. Les activités de recrutement et de formation du personnel judiciaire que vous nous avez confiées se déroulent bien. Au titre de l'activité de recrutement, nous venons de recruter 667 personnes par le biais des concours organisés en 2024. Au niveau de la formation, et singulièrement de la formation initiale, toutes nos écoles ont achevé leur programme d'enseignement. À cette occasion, les meilleurs élèves de l'Institut national de formation judiciaire ont été primés. Une promotion de l'excellence que le ministre inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Pour 2025, le ministre Jean Sanson Kambilé a fixé les objectifs de son département ministériel. Le ministère de la Justice a enclenché un vaste projet de transformation digitale qui se matérialisera par le lancement prochain de projets de sécurisation et de digitalisation des actes de justice ainsi que du système intégré de gestion des procédures judiciaires. La formation continue sera renforcée. La crédibilité de nos institutions repose sur notre capacité collective à maintenir une distance équitable vis-à-vis des enjeux politiques, tout en assurant une application rigoureuse et équitable des lois.
L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro est bâti sur une superficie de 5 hectares. La présentation par le ministre du Totem de l'Institut a mis fin à cette cérémonie. Autre volet de l'actualité, 101 assistants des productions végétales et animales ont été recrutés à la fonction publique pour le compte de l'agence de gestion foncière. Ces nouveaux auditeurs qui ont les attestations de fin de formation ont été déployés vendredi sur le terrain où ils travailleront en synergie avec l'administration territoriale pour améliorer la sécurité foncière. C'est ce que nous apprend Lancine Bakayoko. Après l'Institut national de formation professionnelle agricole dans la filière foncière rurale, ces 101 auditeurs composés de 70 hommes et de 31 femmes sont déployés dans les sous-préfectures. Ils ont la mission d'assurer la gestion des terres rurales. Nous sommes très conscients de notre rôle, de vraiment sécuriser la Côte d'Ivoire par ces certificats fonciers. Nous sommes très prêts. Comme le disait Madame le ministre, partout où on nous envoie, nous irons sans murmure, mais avec le sourire. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfort s'étend sur la période 2024-2029. Il vise 500 000 certificats fonciers qui seront délivrés sur 5 millions d'hectares. La Banque mondiale a fortement soutenu le projet, dont l'objectif est de contribuer au renforcement des ressources humaines destinées à la sécurisation foncière rurale. L'avenir vous appartient et avec l'enthousiasme de la jeunesse, vous allez faire un beau succès au service de votre pays, de votre beau pays et des populations rurales. Donc au nom de la Banque mondiale et de l'équipe retenue, je vous félicite et je vous souhaite bon vent. L'agence de gestion foncière, bénéficiaire de ces nouvelles ressources humaines, est optimiste. Ce contingent de 101 fonctionnaires vont rejoindre 117 autres pour aller sur le terrain. Leur devoir se conjugue avec transparence, probité, résilience. Les auditeurs ont été formés avec des modules de spécialité sur les procédures de sécurisation foncière rurale, le cadre juridique, la gestion des conflits, le genre, l'ingénierie socio-foncière, le rôle du gestionnaire de bureau foncier sous-préfectoral ainsi que le système d'information. On vous l'avait promis, voici notre immersion dans la profession de mécanicien auto. Dans l'exercice de leur métier, les mécaniciens sont confrontés régulièrement à des risques professionnels. Ils travaillent dans des conditions précaires et baignent dans l'informel, ce qui les expose à des dangers. Voici le coup d'œil de Serge Coléa dans cet univers. Un mécanicien étendu sous un véhicule, tandis que ses confrères s'activent autour du moteur. Ce geste habituel, qui s'apparente à la routine, peut avoir des conséquences graves. Une fois derrière, soulever une voiture comme ça, nous sommes en train de travailler sur la voiture a glissé et la voiture est venue poser sur l'un de mes petits. On a soulevé et on a envoyé le petit à l'hôpital. Les professionnels de la mécanique évoluent dans un environnement de travail où les risques sont multiples. Souvent, ils n'immobilisent pas bien le véhicule, donc le véhicule peut rouler sur la personne qui est en bas, donc ça c'est un risque. Souvent aussi, ils prennent des cales qui sont instables, donc la cale peut se décaler et le véhicule va tomber sur eux, donc c'est un risque d'écrasement. Et lorsqu'ils sont en bas, ils ne se protègent pas aussi avec des lunettes, donc on peut avoir des corps étrangers qui vont rentrer effectivement dans les yeux. À 2 pas de là, Séraphin fabrique et installe des pare-chocs et phares de véhicules. Il utilise du charbon, du plastique et des barres de fer sans protection. J'essaye de porter dedans, mais je ne suis pas à l'aise dedans. Et souvent, c'est chaud, ça brûle la main. Et en travaillant comme ça aussi, le fer chaud peut te toucher, ça nous touche la peau et ça crée des plaies. La CGCI, la coopérative des garagistes de Côte d'Ivoire, revendique plus de 2300 membres. Selon Souleymane Konaté, le président du conseil d'administration, des cas extrêmes d'accidents de travail ont été enregistrés ces 4 dernières années. On a vu beaucoup de choses qui nous sont déjà arrivées sur l'accident de travail. 2020-2024, il y a eu déjà 5 morts par rapport à une notion de la peinture, et aussi garniture et accident de travail aussi pour les mécaniciens. Pour garantir la sécurité des travailleurs indépendants et prévenir les risques d'accident, il est crucial d'informer et de former les pratiquants sur les mesures de protection. Nous avons passé en revue les risques de coupure
et les mesures de prévention contre ces risques-là, il était important pour eux d'avoir des gants de protection. On leur a proposé d'avoir des chandelles. Les chandelles, c'est un peu comme des cales qui vont bloquer en fait le véhicule lorsqu'ils sont en bas. Et on leur a donné comme conseil aussi de ne jamais travailler seul en dessous d'un véhicule. Parce qu'au cas où il y a un souci, il faudrait qu'il y ait des secours à côté qui pourraient vraiment leur venir en aide. Il est question d'instruire les travailleurs indépendants aussi bien sur les dangers encourus que sur les méthodes de prévention, avec en toile de fond l'enrôlement au régime social du travailleur indépendant, RSTI. Déjà, on les encourage à s'enrôler afin qu'ils puissent bénéficier de ces activités de prévention des risques, mais également en cas de problème, c'est-à-dire de maladie ou d'accident, qu'ils puissent être couverts. Et c'est ça la nouveauté avec le RSTI. Donc on les prend en charge aussi, au même titre que les salariés du privé, mais ils ont un régime spécial qui leur permet de bénéficier de certaines prestations que la CNPS sert aux travailleurs habituellement. Le manque de matériel de protection fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation. On a pensé à acheter des chaussures de sécurité, plus des casques. On a d'autres casques même qui sont là, mais bon, on ne porte pas à tout moment. Mais des chaussures de sécurité, plus les tenues, que nous sommes en train de s'organiser pour pouvoir acheter. J'ai même acheté des chaussures aussi pour mes apprentis, mais c'est gâté, bon. Vraiment, les moyens ne me permettent pas encore d'aller. C'est un budget. Et vous nous voyez aujourd'hui que nous on porte les casques et les lunettes. Ça permet de nous protéger la tête. Parce que nous on travaille avec les marteaux, les fers. Maintenant, les lunettes, ça permet à éloigner des flammes. Avec l'instauration du RSTI, la direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail lance un appel à la responsabilité individuelle et collective. Nous avons élaboré des campagnes de sensibilisation. Nous avons donc sensibilisé les mécaniciens. Il s'agit en fait de leur dire que le travail qu'ils exercent comporte des risques. Et enfin, de leur dire comment éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. La santé et sécurité au travail, une notion qui vaut tout son pesant d'or dans le milieu des travailleurs indépendants. Former les travailleurs indépendants pour que les lieux de travail deviennent des espaces où la santé et la sécurité sont de mise. Et la précarité du secteur pousse ces mécaniciens à s'installer de manière anarchique dans le district d'Abidjan. Depuis quelque temps, ils sont la cible d'une opération lancée par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Quel bilan depuis le lancement de cette opération, justement? Hamza Diaby a reçu dans le magazine du dimanche Gildas Simi, directeur de cabinet adjoint du ministère. Extrait. Alors, ce qui est anarchique, c'est tout ce qui est désordonné. Ce qui n'obéit à aucune règle. Alors, de plus en plus, malheureusement, on assiste à une prolifération de ces garages sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan. On assiste à une prolifération de ces garages dits anarchiques. Ils occupent les trottoirs, ils occupent les espaces publics sans autorisation préalable. Donc, il faut assainir. Nous allons procéder à l'enlèvement de ces véhicules, puis nous allons avoir un dispositif de suivi pour ne plus que ça se répète. C'était prévu pour 1 mois. Alors, on a essayé de revoir avec le lancement qu'on a eu à Treichville. Nous avons vu que pour vraiment avoir une couverture assez large, il fallait plus de jours. Et comme cette opération va s'étendre à toutes les mairies du district autonome d'Abidjan, bien entendu, nous sommes obligés d'étendre un peu la durée. Et nous finissons fin mars. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité veille à ce que l'Ivoirien, sinon toute la population, vive dans un cadre agréable. Tout à fait. Tout à fait. Et ces garagistes ne favorisent pas cela. Donc nous sommes obligés d'agir. C'est une solution ponctuelle, mais pour des solutions durables, il faut que nous changions de comportement. Quand je dis nous, c'est toute la population. Il faut qu'on ait des comportements éco-citoyens, pour ne pas forcément faire l'objet de répression de la part du gouvernement. Donc, bien entendu, la bonne solution, c'est le changement de comportement. Et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, dirigé par M. Bouaké Fofana, s'attelle à sensibiliser les populations. Aujourd'hui, nous sommes à Cocody. La phase de Cocody prend fin. À partir de la semaine prochaine, nous sommes à Benjerville, du 27 janvier au 2 février. Ensuite, à Bobo, du 3 février au 9 février. À Djamé Plateau,
du 10 au 16 février. Makori, du 17 au 23 février. Koumachi, du 24 au 2 mars. Atekoubé, du 3 mars au 9 mars. Port-Boué, du 10 au 16 mars. Anyama, du 17 au 23 mars. Sangon, du 24 au 30 mars. Yopougon, du 31 mars au 6 avril. Autre chose à présent, bref, en image, s'unir et agir pour éliminer les maladies tropicales négligées, la télémédecine au service de la prise en charge. C'est le thème de la 4e édition de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. C'est Bouaké qui a abrité durant 48 heures cette célébration au cours de laquelle les patients de la lèpre et de l'éléphantiasie ont été visités. D'importants dons, campagnes de sensibilisation et une rencontre solennelle ont meublé cette célébration. On parle politique à présent. L'association des élus et cadres du grand centre du RHDP était hier en tournée dans les localités de Botro et de Bodokro, dans la région de Bouaké. Cet organe, dirigé par le ministre Amédée Kouakou, est allé prôner sur place la vision de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara, auprès des populations. Mama Traoré. Investir le terrain en 2025. Telle est la ligne directrice que s'est fixée l'Association des élus et cadres du Grand Centre pour le Développement, ACCD-RHDP. Une forte délégation de l'organisme, présidée par le ministre Amédée Kouakou, s'est ainsi rendue à Bodokro, commune de la région de Bouaké. Délégation composée des ministres Jacques Assao Rekonan, Sidi Touré et bien d'autres élus et cadres. Même démarche à quelques kilomètres plus loin, dans la ville de Botro, où l'ACCD-RHDP répondait à l'invitation d'un mouvement de soutien. Aujourd'hui, quand vous voyez le Bouaké, vous êtes fiers. En matière d'électricité, il y a des villages qui sont à 100%. En matière d'eau potable, route, reprofitage de voies. À chaque escale, le même message. Amédée Kofi Kouakou et Jacques Assao Rekonan exhortent les populations à soutenir la mission de paix et de développement menée par le président Alassane Ouattara. Le seul merci qu'on peut dire au président de la République, c'est de l'accompagner dans ses choix. Ses choix de développement, ses choix d'hommes pour faire le développement, et c'est ce qui compte. Ces populations, lorsque vous les écoutez, elles n'aspirent qu'au développement. C'est-à-dire les routes, les écoles, les centres de santé, tout ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'il y a la paix et la stabilité. Et donc, elles ont pris l'engagement que les élections de 2025 seront apaisées. Fait marquant de ces rencontres, cette ambulance offerte aux populations de Bodokro par le Conseil régional de Bouaké. En bref, une image, cette fois en religion, le 12 avril prochain, au stade Lyon-Robert de Mans, les communautés protestantes évangéliques de la région de Tongpi vont organiser une grande croisade de prière en hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement, mais aussi de paix et de stabilité dans le pays. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre d'échange et de prière entre les autorités religieuses de la région et Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République. Ce sont plus de 30 000 fidèles qui seront attendus pour cette grande activité de prière dans la capitale de la région de Tongpi. Et puis les fidèles se sont retrouvés du 16 au 24 janvier 2025. Toute la communauté qui prie pour la paix et la cohésion dans le pays, à l'image de la communauté Deima à Gagoui, dans le département de Lakota. C'était lors de leur pèlerinage annuel. On voit cela avec Malika Koulibaly et Diamasso. Gagoué, sous-préfecture de Niambré-Zaria dans le département de Lakota. Ici, tous les ans, les pèlerins de l'église révélée d'Afrique Deima se retrouvent pour un pèlerinage à proximité du mausolée de la prophétesse Bagowuluyo Marie Lalou. Cette année, l'accent est mis sur la prière pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Prier pour la paix, c'est pour l'église Deima un devoir. C'est tout ce que la prophétesse Minissa Bagowuluyo nous a laissé comme héritage, c'est-à-dire apporter la paix au monde. Oui, Minissa Bagowuluyo est né ici à Gagoué, le 10 août 1892, et le 24 janvier 1951 marque le jour de sa montée au ciel. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici chaque année pour le pèlerinage de Gagoué, en Terre Sainte. Implorer Dieu, accomplir des rites de purification de l'âme, faire des bénédictions pour la réussite des projets.
Autant de sollicitations des fidèles lors de ce pèlerinage. Je viens ici pour honorer l'un des piliers de la religion d'Eima, qui est de participer au pèlerinage. Et en toute bonne chrétienne, venir m'enquérir de la parole de Dieu, m'édifier, afin d'être la meilleure version de moi-même et de prôner l'amour, la paix avec tous mes frères et sœurs. Je viens chercher le bonheur parce que quand je prie, dès que je me retourne pourquoi je suis venu, ça se réalise. Cette commémoration a été rehaussée de la présence du conseiller en charge des cultes et des affaires sociales à la présidence de la République. Drissa Kone représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Occasion pour lui de demander des prières pour la paix en cette année électorale. Le président Alassane Ouattara a construit tout son pouvoir sur des vertus qui sont partagées, la fraternité, la bienveillance, la tolérance, la paix. Nous sommes venus nous imprégner de cette paix. Le président m'a demandé de vous demander d'ajouter à ce que vous faites d'habitude, de continuer dans ce sens car il en a besoin personnellement, lui, sa famille, mais surtout la Côte d'Ivoire. Le pèlerinage de l'église d'Eima est à sa 69e édition. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, l'armée israélienne a ouvert le feu ce dimanche sur des habitants du sud du Liban qui tentaient de revenir dans leur village par centaines, faisant 22 morts et 124 blessés, selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé. D'après le ministère, et selon ses mots, les agressions de l'ennemi israélien contre des citoyens qui tentaient de revenir dans leur village encore sous occupation ont fait 22 morts, dont 6 femmes et un soldat, et 124 blessés dans 19 localités différentes. Le ministère avait fait état de 15 morts dans un précédent bilan. L'actualité internationale qui a marqué le monde cette semaine, c'est dans le 7 sur 7, un condensé réalisé par Franck Quadio. Regardons. Donald Trump, 47e président des États-Unis, pour la seconde fois prête serment pour un nouveau mandat présidentiel. Ce lundi 20 janvier, au Capitole, lors de son discours inaugural, Trump a annoncé les couleurs. Ce nouveau mandat est celui du nouvel âge d'or pour les États-Unis. Opération militaire de vaste ampleur à Jenin, en Cisjordanie, occupée dans un contexte de signature à Gaza d'une trêve avec le Hamas. Pour sa part, l'homme fort côté Israël, Benjamin Netanyahou, justifie l'action par une volonté d'éradication du terrorisme. L'opération est toutefois qualifiée d'inopportune par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. 5000 soldats des forces nigériennes, maliennes et du Faso vont constituer la future force unifiée contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une action d'envergure annoncée pour contrer le djihadisme lampant dans cette région de l'AES qui couvre un territoire vaste et enclavé de 2,8 millions de kilomètres carrés. Le 29 janvier prochain, date de sortie de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, ce sera aussi la date officielle de la mise en circulation des nouveaux passeports AES, une façon pour l'Alliance d'appliquer la volonté de la libre circulation des citoyens au sein de l'espace AES. Cependant, les anciens passeports dits CEDEAO resteront valables jusqu'à leur date d'expiration. Vladimir Poutine a ouvert des discussions avec le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, à propos de la guerre contre l'Ukraine. La Russie dit cependant attendre de Trump des signaux positifs. Rappelons que l'un des points d'achoppement pour l'amorce de ces discussions concerne le prix du pétrole. Échange de 4 soldats israéliennes contre 200 prisonniers palestiniens détenus par Israël ce samedi dans le cadre de l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Une matérialisation du cessez-le-feu débuté le 19 janvier dernier, même si Israël et le Hamas s'accusent mutuellement encore de violation des termes de l'accord. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce dimanche sur la question de l'intensification de l'affrontement entre le groupe armé antigouvernemental M23 et l'armée congolaise. Ces derniers jours ont vu l'envahissement quasi complet de Goma, la capitale du Nord Kivu. L'ONU craint un embrasement de la situation dans la région.
Et voilà qui marque la fin de ce 23h. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.